Je voulais proposer un éclairage sur la recherche en médecine chinoise en Chine. Donc partiellement, c'est ce que je vais faire. Voilà, alors j'avais prévu un sommaire assez dense, donc je vais réduire. Je ne vais peut-être pas parler de la tablette Herbal Tang, parce qu'en fait, je pourrais prendre d'autres exemples et on pourra en parler dans le débat éventuellement. En fait, j'ai mis en contraste, juste une petite introduction quand même sur cette étude de cas, qui faisait partie donc d'un projet IRD en coopération avec l'Académie des sciences médicales chinoises et aussi la faculté de médecine CRE à Beijing, une des meilleures facultés de médecine en Chine. Et aussi, on avait d'autres partenaires dont je parlerai plus tard. Donc l'idée, nous sommes arrivés avec un projet en médecine, un programme en médecine et un programme en sciences humaines et sociales. Et donc, une partie du projet en sciences humaines et sociales concernait la recherche médicale qui était en plein boom fin des années, enfin, au niveau de ces transformations, dans les années 2000. Donc, nous avons commencé le projet en 2006 et nous l'avons achevé en 2011. Donc, j'ai tenté de mettre en contraste, notamment dans les publications, mais je trouvais que c'était intéressant justement le cas de l'artémisinine, avec le cas de cette tablette Herbal Tang, qui a été limitée à l'approbation FDA, enfin agence médicale chinoise, qui n'a pas passé la barre de l'international pour X raisons, en contraste avec l'artémisinine, qui a un long chemin depuis les années 70. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce cas qui est absolument exceptionnel, donc en médecine traditionnelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, jusqu'à quel point cet extrait d'artémisinine combiné relève encore de la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être un élément de discussion. J'ajoute de suite par rapport à l'artémisinine que, quand même, moi, c'est une de... Je pensais pouvoir apporter justement à ce niveau-là, comme j'ai une connaissance écrite du chinois, je le lis, donc je retourne aux publications chinoises et j'ai un peu regardé ce qu'avait effectué l'équipe de Tuyoyo pendant une trentaine d'années au niveau des publications chinoises. Alors ce qui est intéressant, c'est ressorti après, je crois, dans une publication dans Nature. Elle est retournée pour transformer le protocole à un moment pour avancer dans cette recherche dans les années 80. Elle est retournée vraiment à ce que j'appelle des pharmacopées historiques, donc des traités médicaux chinois, pour mieux comprendre comment elle pouvait transformer un protocole vraiment biomédical conventionnel. J'ajoute aussi qu'en Chine, les deux sont toujours liés dans les protocoles, c'est-à-dire dans quasiment tous les protocoles en médecine conventionnelle internationale. On a une partie, un volet consacré à la médecine traditionnelle. Donc ça, c'est assez unique. Je pense que à ce niveau-là, la recherche en médecine chinoise reflète la spécificité du système de santé chinois dont je vais parler. Oui, alors on constate une transformation accélérée de la médecine chinoise dans les années 90. Alors c'est très intéressant. Moi, je suis en sciences humaines et sociales, donc je m'intéresse aussi à l'épistémologie médicale. Je suis spécialisée un peu en ce qu'on appelle les épistémologies locales. Enfin, pour la Chine, j'ai du mal à dire locale parce que tout de même, voilà, c'est comparable l'Inde, la Chine et l'Europe, je pense, et puis d'autres aussi cultures. On pourrait comparer davantage à égalité, du moins je pense jusqu'au 19e siècle, il y aurait pas mal d'éléments à confronter.
dans la recherche dans ces pays, ça relève de l'histoire. Donc, je n'irai pas plus loin, je reviens aux années 90. On a eu vraiment ce qu'on appelle le IBM turn en biomédecine. On l'a eu en médecine traditionnelle chinoise en Chine, parce que bon, les Chinois sont quand même assez scientistes depuis la fin du 19e siècle. Ils ont tendance à adopter très vite ce qu'ils appellent la modernité. C'est aussi promu par l'État, donc tout marche ensemble. Mais la population aussi, dans son ensemble, enfin une partie de la population soutient cette perspective pour rendre la Chine plus moderne. Bon, je ne reviens pas là-dessus, et compétitive, ça vous êtes sûrement tous au courant. Donc, je trouve que ça, c'est une spécificité à noter. Et dans les années 2000, justement, on revient... Alors, il y a un débat de société qui émerge. Je veux justement parler de ce débat. C'est ce que j'introduis par rapport à... Vous ne le trouverez pas dans le PowerPoint, mais je trouve qu'effectivement, il mérite... Dans le contexte où on est là et au stade où on est de la discussion d'être introduit, ça apporte des éléments. C'est qu'en Chine, après ce IBM turn des années 90, début 2000, on revient, enfin c'est un débat de société, qui a été initié par un prof de philo des sciences, en fait, milieu des années 2000, qui s'appelle Zhang Kongyao. Donc, qui est d'une université pas trop connue, si on peut dire, c'est pas les meilleures universités de Chine, mais c'est quand même, il vient de Changsha au Hunan, qui est le fief de Mao quand même, alors ça a une certaine incidence, enfin, dans le contexte chinois, c'est assez significatif. Donc, il propose de remettre en cause l'insertion de la médecine chinoise traditionnelle, qui est dans le système de santé publique, inséré vraiment plus complètement depuis les années 80, mais ce chemin a été initié dès les années 20, en fait, en Chine, puisqu'on a créé le système de santé publique en 1928, et déjà, justement, il y avait une recherche en pharmacologie industrielle. Déjà, on s'intéressait, dès les années 20, ça fait partie déjà des innovations en médecine traditionnelle chinoise. En gros, ce qu'on appelle la médecine chinoise traditionnelle chinoise, promue par le gouvernement chinois, intègre des éléments de biologie moderne et intègre aussi justement cette recherche en pharmacologie qui est de pointe, enfin, qui essaie de suivre ce qui se passe évidemment en Occident. Voilà. Alors, il conteste dans ce prof de philo l'efficacité de cette médecine scientisée aux effets thérapeutiques incertains, le degré de nocivité de ces médecines testées, IBM. Je dois dire aussi, il y a très peu de résultats finalement, ça aussi. En Chine, on en a pris conscience plutôt dans les années 2010, mais déjà, on en parlait dans la société, beaucoup d'investissements, de création de bases de données, qu'on vend à l'international, de nombreux essais cliniques. Enfin, moi, quand j'ai démarré cette recherche, je ne m'attendais pas à ça, donc je suis revenue, j'ai lu beaucoup de résultats d'essais cliniques, beaucoup d'articles en chinois, qui passaient rarement à la barre des revues internationales, si ce n'est en co-signature et en coopération internationale, surtout des équipes sino-américaines. Donc, ce degré de nocivité est connu, on en parlait dans la première partie pour les plantes, et c'est clair que en Chine, ça a provoqué, ce débat est aussi lié, c'est comme si on estime une partie assez importante de la société, différents acteurs pensent qu'on ne peut pas trouver de solution à ce problème de nocivité, vu le contexte en Chine, c'est-à-dire, enfin, il faut y aller dans les marchés chinois de médecine traditionnelle, c'est énorme, ils vendent au monde entier, on voit les champs, la plupart des plantes sont cultivées, alors quand on y va, c'est pareil, c'est une agriculture intensive, on utilise des pesticides, enfin,
Bon, j'ajoute que dans les pharmacopées chinoises, il y a aussi des substances minérales et animales. Là, pareil, les animaux concernés, bon, c'est un problème pour la biodiversité, mais aussi il y a des élevages. Et donc, on ne respecte pas trop les nouvelles normes aussi de prise en charge des animaux. Enfin, il y a énormément de problèmes à tous les niveaux de la chaîne. Donc, l'idée de base, c'est de sortir la médecine traditionnelle du système de santé publique avec toutes les dérives actuelles qui ont été constatées et de la remettre dans un contexte, donc, porter attention à la clinique davantage et à nouveau reformer des médecins traditionnels à l'ancienne. C'est vraiment un problème institutionnel, en fait. J'écoutais tout à l'heure le panel précédent. Comment dire, la médecine chinoise a beaucoup changé quand on l'a insérée dans le système au niveau de l'académia aussi, parce que la formation, c'est très important. Et du coup, là, le débat, il évoque aussi ça. Comment former des médecins traditionnels dans l'académia sans dénaturer cette médecine? En Chine, ça c'est complètement, enfin c'est depuis les années 50 que c'est en marche, donc ils ont une expérience par rapport à tout ça qui est longue. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on a constaté dans les années 90-2000. Moi-même, j'étais très surprise parce que j'étais à la fac de médecine traditionnelle début des années 90 à Canton. J'ai passé 2 ans à connaître les bases à l'université avec les étudiants chinois. À l'Institut de médecine traditionnelle de Canton. Aujourd'hui, à Canton, c'est le plus grand hôpital, c'est la médecine traditionnelle, mais donc c'est un CHU, un grand CHU aujourd'hui, une grande université, beaucoup de budget de la région de Canton, qui c'est loin de Pékin. Et la médecine occidentale est insérée dans cette grande structure. Elle a été élue par les personnes. C'est parce que les personnes, les groupes, les familles avaient une demande, sont plutôt allés dans ce CHU qu'un autre dans ces... voilà, donc on peut dire que peut-être à Canton, ça s'est développé d'une manière, enfin ça marche mieux a priori quand vous y allez, la médecine traditionnelle, avec les guides de bonne pratique et tout, mais en fait... se pose la question jusqu'à quel point c'est encore de la médecine traditionnelle, parce que justement, même dans cet hôpital, c'est ça que je veux pointer du doigt, aujourd'hui, les praticiens, les chercheurs ont des spécialités biomédicales, enfin, comme chez nous. Ce ne sont plus des Lao Zhongyi. Lao Zhongyi, ça veut dire médecin traditionnel, la transmission, comme je dis, familiale, héréditaire ou spirituelle. C'est-à-dire par la famille de sang ou parce que la médecine traditionnelle est aussi liée aux religions chinoises, bouddhisme, taoïsme et chamanisme. Et voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la médecine savante chinoise inclut aussi des éléments religieux, mais ce n'est pas celle que le gouvernement chinois promeut, bien sûr. Donc, mais c'est compliqué, hein, parce que dans les hôpitaux, en fait, du moins moi, où j'ai passé 2 ans, c'était très poreux, ces frontières-là. Voilà. J'étais en spécialité Qigong, donc sur des pratiques corporelles, qui font partie de cette médecine, enfin, les techniques de méditation, les pratiques de santé, sont aussi insérées dans ce système de santé publique. Il est reconnu par l'OMS que les systèmes les mieux intégrés, qui font synthèse entre les deux médecines, c'est la Chine, le Vietnam et la Corée du Sud. J'ai regardé récemment, après, il faut suivre l'évolution des choses. Bon, alors, je ne vais pas revenir à l'histoire. Oui, alors les phases d'innovation successives, là j'en ai juste parlé pour l'académia, mais c'est justement l'institutionnalisation, professionnalisation, et je travaille pas mal sur les savoirs aussi, donc hybridation des savoirs et des pratiques. Peut-être au niveau du cas chinois,
on parle plus de néo-traditionnel, on en parlait il y a 15-20 ans. Disons que... Parce que ce qui est visé, c'est vraiment la synthèse, c'est-à-dire il y a eu des changements en matière d'épistémologie médicale. Je dois ajouter aussi que, bon, je dis que les chercheurs ont des spécialités et les praticiens biomédicaux, mais en même temps, ils ont toujours une base en médecine traditionnelle, de toute façon. Dans ce sens, c'est un cas assez unique. Mais après, ce qui est dominant quand on s'inscrit en biomédecine, ce n'est pas la médecine traditionnelle. Mais on l'étudie tout de même. Dans les 8 ans de doctorat, il y a aussi 8 ans pour avoir un doctorat en médecine traditionnelle. Et pareil, la médecine occidentale est aussi insérée de manière plus mineure dans le doctorat de médecine traditionnelle. Là, je parle institutionnalisé, pas par la transmission. Oui, ça, j'en ai déjà parlé. Oui, alors, le débat dont je parle là, c'est aussi en réaction à cette marchandisation à une échelle globale, enfin, cette volonté de marchandisation à une échelle globale par la compétition économique, les enjeux économiques, par le gouvernement chinois. Il y a eu aujourd'hui de nombreuses réactions pour que la politique vers l'international ne vise pas seulement, ne répande pas seulement des enjeux économiques. Après, c'est compliqué, ça. Moi, en tant qu'anthropologue, il y a des réappropriations en contexte situé. Donc, en Europe, si on va acheter telle médecine chinoise, pas telle autre, si on pratique le Qigong ou la méditation, il y a une demande, et donc ça se produit des deux côtés, le savoir et les pratiques qui en résultent. C'est ça que je veux mettre l'accent sur ça. Et en plus, il y a des allers-retours, c'est une circulation, parce qu'après, ça revient en Chine, quand c'est très valorisé, j'avais vu ça avec le Qigong par exemple, c'est très valorisé aux États-Unis ou en Europe, ça revient en Chine valorisé. Ah, ils ont adopté, donc c'est bien, il faut continuer par rapport à ça, à ces pratiques-là. Voilà. Et... Bon, désolée pour... Ça, je n'ai pas le temps de développer parce que ce sont des recherches longues et progressives, alors modernisées, standardisées, sécularisées, scientisées, qui ont démarré au début du XXe siècle. Ces innovations successives, bien renseignées par le travail d'Elisabeth Su, c'est plutôt son travail de 2007. Et Shred a produit ce bouquin pionnier sur la synthèse justement des deux médecines. Il est lui-même médecin traditionnel, Volker Schrey. Oui, alors je reviens quand même un peu sur ça au niveau institutionnel. Il y a un organisme de contrôle qui est régi par le ministère de la Santé. Donc, on a une administration étatique puissante. Et par exemple, le ministère de la Santé, parmi les 3 vice-ministres, on a un vice-ministre de la médecine traditionnelle, qui dirigeait d'ailleurs, qui avait introduit pour la déclaration de Beijing en 2008, j'étais moi-même à ce premier congrès mondial des médecines traditionnelles, faisant mes enquêtes là, en observatrice, et c'est le vice-ministre qui avait introduit. Et voilà. Je fais juste une petite digression aussi pour alimenter le débat par rapport à ce congrès. Ce qui m'a troublée par rapport à ce que j'avais vu avant, donc ça c'était en 2008 à Pékin, enfin ce qui m'a troublée, c'est l'importance de toutes les entreprises pharmaceutiques du monde entier, chinoises aussi beaucoup bien sûr, mais j'avais pas l'impression d'aller à un colloque scientifique ou promu par l'UNESCO, bon, l'OMS encore c'était pas très étonnant, mais surtout l'UNESCO, défense du patrimoine, des patrimoines locaux, la médecine chinoise et les médecines traditionnelles, patrimoine mondial de l'humanité. Il y avait une espèce, je trouvais, de double injonction dans ce congrès qui m'était apparu. Oui, je reviens sur intégré. Donc, Zhonghe, c'est la synthèse. Jiehe, c'est la médecine associée, jointe.
Et puis, Sierre, c'est la volonté de, on appellerait hybrider. Et c'est vrai que la médecine nouvelle qui était promue par la politique maoïste, c'était une idée utopique comme ça, de vraiment d'hybridation, d'intégration ultimale des pratiques et des savoirs. Non, ça j'en ai parlé, les médecins traditionnels. Oui, alors évidemment, il y a aussi toute la gamme des médecines populaires qu'on appelle Mindian, donc familiales, collectives, individuelles, non spécialisées, c'est-à-dire c'est pas leur profession, ils vivent pas de ça, ces personnes-là ne vivent pas de ça. Local subethnique, alors intra-chinois, Han, on parle de subethnie parce que c'est tellement grand la Chine, tout le monde est chinois, mais il y a des cultures très très différentes du nord au sud, est-ouest, sans parler des ethnies minoritaires qui sont au nombre de 55, sans compter les sous-groupes ethniques, enfin voilà, c'est très riche culturellement, diversité, c'est grand aussi, évidemment. Alors, je reviens à ce débat en Chine. Justement, l'idée, c'est de faire sortir la médecine traditionnelle de l'institution et de la remettre dans ce qu'on appelait les Minjiang Huipai. Ce sont des associations traditionnelles chinoises qui datent de l'Ancien Régime. Oui, avant les républiques qui existaient sous l'Empire, qui étaient très, très puissantes au XIXe siècle. Première République, donc dans les années 10, a produit le système de santé et ensuite Mao l'a transformé. Il y a eu des révolutions en Chine au XXe siècle. Bon, je pense que ça aussi, vous êtes informés de tout ça. Là, alors les catégories de traitement, là, je me situe du point de vue de la médecine promue par le gouvernement chinois, donc officiellement. Quand on dit TCM en anglais, les Chinois avaient comment dire ça, c'est dans le discours officiel, c'est Traditional Chinese Medicine, c'est eux qui l'ont défini et qui l'ont exporté à l'étranger, en anglais, parce qu'en chinois c'est plus difficile. Donc, ça inclut Zhongyao, c'est la majorité des traitements. Mais les traitements sont, pour la majorité, combinés à d'autres, notamment Anmo, Qigong, Tuena aussi, Tuena, technique d'acupressure en français, mais j'aime pas trop cette traduction, c'est plutôt des petits massages sur les points pour faire ouvrir les points avant d'autres traitements éventuellement, ou d'autres pratiques corporelles. Donc, qui sont des pratiques de santé préventives ou curatives. Ce qu'on appelle aujourd'hui la cultivation du qi. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on est dans les représentations du monde chinois traditionnel et ça serait trop long, mais bien sûr, vous pouvez me poser des questions. J'ai fait études chinoises aussi, alors je connais le domaine et ma thèse sur le Qigong. Et Zhenjiu. Alors, Zhenjiu, ça c'est très intéressant parce que exporté en Occident au XIXe siècle, notamment par les médecins français missionnaires qui s'intéressaient beaucoup à l'acupuncture, on n'a importé que acupuncture et pas moxibution avec. Et c'est vrai qu'en Chine, ça va toujours ensemble. Donc, l'échauffement des points vitaux par des cônes d'armoise. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on connaît le destin de l'acupuncture au niveau international. J'ajoute aussi que l'acupuncture est très minoritaire. Les traitements par acupuncture qui sont perçus comme agressifs en Chine sont largement minoritaires. C'est à 15-20% des traitements. Et assez souvent, quand les autres traitements ne marchent pas trop bien, ou pas certains domaines spécifiques, pathologies spécifiques, ou parcours de vie, aussi itinéraire thérapeutique, et les demandes des patients éventuellement. Bon, ça j'en ai parlé. Je ne reviens pas là-dessus, vous pouvez poser des questions sur la méthode plus précisément. Oui, alors le travail dans ce projet à Pékin, je me suis intéressée, comme je vous dis, aux publications, observations d'essais cliniques sur place dans des KILA, aussi à l'Académie de médecine traditionnelle ou la médecine de sciences médicales, l'Académie de sciences médicales, qui inclut aussi où j'étais affectée, accueillie dans cette académie des sciences médicales. Il y avait un centre de recherche aussi en médecine traditionnelle.
par ailleurs, à Pékin, on a une académie de médecine traditionnelle. D'ailleurs, ils ont ajouté Keshui de médecine scientifique traditionnelle. Enfin, si on peut dire, voilà. En traduction, c'est l'Académie de médecine traditionnelle. Donc, ils ont quand même, ils se sont intéressés de près à la pharmacopée, à ces deux grandes pharmacopées historiques. Alors, je vais quand même les rappeler. C'est le Shennong Benzao Jing qui date du premier siècle, dynastie des Han. Première compilation d'importance, disons, oui. Et ensuite, celle qui est utilisée aujourd'hui, plus fréquemment, ça a été compilé au XVIe siècle, c'est le grand médecin Li Shizhen qui a compilé cette pharmacopée qui dure jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle Benzao Gamu, qui littéralement c'est la matière médicale chinoise. Et aujourd'hui, pour continuer sur matière médicale, juste ajouter un point, donc depuis 1992, la matière... ce qu'on appelle les pharmacopées contemporaines en Inde et en Chine. L'Inde et la Chine ont été reconnues, se sont enregistrées à l'OMS, la pharmacopée indienne et chinoise, qui inclut aussi la pharmacologie conventionnelle, hein, les remèdes et médicaments industriels, en 1992. Et ensuite, elle est actualisée tous les 2 ans par les 2 pays, Inde et Chine. Voilà. Et là aussi, on peut aller voir ce qui se passe sur 20 ans en matière d'évolution. Et justement, je suis allée voir, et pour les traitements innovants, complètement innovants, il y en a très peu, et même en combiné, il y en a très peu par rapport à l'investissement en RD et en recherche fondamentale en Chine, on va dire ces 10 dernières années. Evelyne, quelques minutes peut-être pour conclure. Déjà, oh là là, bon, j'arrête le... Bah oui, je vais passer à discussion. Moi, il y a quelque chose dans votre deuxième partie de présentation, mais on en a parlé hier soir, oui, qui m'a frappé, qui est le problème de l'évaluation. Parce que finalement, tout le monde tourne autour depuis ce matin. Comment évaluer? Faut-il évoluer d'abord? Ça, c'est la première question. Et comment les évaluer? Il est évident que quand on les évalue avec, je vais appeler ça improprement, les méthodes des pays du Nord, on passe à côté d'un certain nombre de choses. Et on en arrive à ce que vous décrivez plus loin, à des formules finalement qui relèvent d'un certain scientisme, où il ne reste plus rien. Mais je vous rassure, on a connu ça dans la validation des médicaments, certains s'en souviennent peut-être ici il y a 20 ans, où il y avait des formules qui étaient ici d'une certaine tradition, et l'esprit cartésien a voulu nettoyer. Et donc, en fin de compte, il ne restait rien. Il y a 20 ans, chez nous, ça relevait aussi de... IBM Turn d'ailleurs, voilà, pour les médecines traditionnelles. Je pense que cette démarche de l'évaluation, alors c'est vrai que vous avez insisté... Je pense que dans les exposés de cet après-midi, ça sera aussi une valeur forte sur la formation. Parce que, évidemment, la formation est le domaine primordial. Mais l'évaluation, je pense qu'il faut être modeste. Et je pense que pour revenir à un contexte français, pour être à peine un petit peu polémique, mais le dossier homéopathique qui ressort tous les 10 ans en disant comment il est évalué, c'est un avis personnel que je donne, c'est à mon avis un faux problème. Est-ce que cette pratique est intéressante? Est-ce que les gens en tirent un profit? Et puis si c'est oui, soyons un petit peu modestes. Voilà. Mais je pense effectivement que ce que vous décrivez effectivement de ce scientisme, alors qui part de la science, mais qui a aussi un but commercial. Oui, mais finalement, il arrive à déflorer le sujet. Quoi. Enfin, oui, enfin, en épistémo-médical, tout de même, il y a vraiment une recherche, une volonté d'intégrer les savoirs. Moi, j'ai eu en main des protocoles que je faisais vérifier. J'étais dans un labo biomédecine pendant 10 ans avant. Et donc, je n'ai pas les qualifications, mais il y avait vraiment cette volonté de se conformer aux recommandations de l'OMS, incluant cette évaluation IBM. Mais alors, quand même, dans le guide des bonnes pratiques OMS, il y a différentes réglementations. Entre en jeu, pour les médecines traditionnelles, tout de même est reconnue l'expérience clinique et la transmission de maître à disciple pour nos pays d'Asie orientale ou autres. Donc, c'est vrai qu'on sent dans le protocole OMS de l'évaluation de la médecine traditionnelle un certain souci d'adaptation
à ce qui se passe sur le terrain, à ce qui peut se pratiquer, à ce qui peut se mettre en place. Mais ça, oui, mais ça on le verra effectivement de toute façon, cet après-midi avec Madagascar. C'est tout à fait. Evelyne, je suis désolé, mais juste vraiment, je voulais dire un mot de conclusion pour aller voir du côté de l'Inde si les choses sont aussi dynamiques et riches. Oui, je veux quand même insister parce que peut-être je m'exprime mal, mais si vous me posez des questions, parce que j'ai vraiment, c'est pas que senti, c'est pas que du scientisme. Recherche à la frontière de 2 ou plusieurs paradigmes, parce que ce sont des Kilab qui publient aussi à l'international. Alors par rapport à l'investissement, c'est pas énorme, mais c'est conçu comme expérimental, et je pense qu'aujourd'hui, justement, il faut avoir une vision globale, internationale, vers une co-construction des savoirs. Et co-construction, ça veut dire considérer les savoirs à égalité. Il y a toujours les enjeux politiques, économiques, mais pourquoi pas se risquer à ça? Mais là, je parle de la démarche expérimentale, mais pas seulement IBM, hein, justement, toutes les combinaisons, les innovations, des innovations réelles, y compris applicables en santé communautaire. Voilà. Oui, tout à fait. Innovation sociale et économique, j'en parle aussi. Merci Evelyne. Alors bonjour. Oui, donc je vais vous parler d'Ayurveda maintenant, et donc on va aller en Inde, et plus particulièrement en Inde du Sud. Alors, bien évidemment, je vous préviens, je suis anthropologue, donc je suis aussi ethnobotaniste, donc tout ce qui est question de l'efficacité, je ne vais pas y répondre de manière très rationnelle, mais je vais passer en fait par la pratique sociale pour répondre à cette question. Alors, l'Ayurveda, bon, vous connaissez tous. Oui, merci. Et merci à la technique d'ailleurs, parce qu'il y a eu une petite modification juste avant la conférence, donc merci beaucoup. Et donc l'Ayurveda, bon, vous connaissez tous ces photos qui sont véhiculées par le marketing. Il y a eu un véritable boom commercial donc, de l'Ayurveda depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Il y avait un engouement déjà depuis les années 70 ou même les années 60, mais là, il y a véritablement eu un boom commercial avec une récupération d'un ensemble de produits, un ensemble de pratiques, donc à but thérapeutique, mais aussi à but de bien-être et à but commercial aussi. Donc là, bon, on voit quelques photos, des ouvrages, bien évidemment de l'hôtellerie, des spas, et puis bien évidemment cette dimension spirituelle qui est très importante dans l'Ayurveda, y compris dans la manière de la vendre. Et donc le trio gagnant en fait, c'est la gastronomie, le massage et la spiritualité. C'est-à-dire qu'en gros, on décloisonne la médecine et on l'applique à des champs qui sont beaucoup plus ouverts que ceux de la médecine à proprement parler. Donc on a parlé de dimension holiste, on est dans une dimension donc holiste de la médecine. Je ne m'étendrai pas sur... bon, on a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés qui tournent autour de l'Ayurveda. Donc c'est vrai que l'Ayurveda, au départ, est un savoir qui vient donc des Védas, c'est-à-dire de textes anciens, sanscrits. Donc on a tendance à catégoriser l'Ayurveda comme une tradition écrite, alors que je vais vous montrer qu'en fait il s'agit beaucoup plus d'oralité qu'autre chose. Et on a tendance aussi à parler beaucoup des brahmanes et donc des gens qui sont responsables de la religion. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres acteurs aussi qui rentrent en jeu dans cette histoire. Donc l'Ayurveda signifie science de la vie au sens de santé, et donc comme je vous l'ai dit, trouve son origine dans les textes védiques. Alors, si bien évidemment l'Ayurveda connaît un succès à l'extérieur de l'Inde, depuis un bon moment, l'Ayurveda se porte très très bien donc, en Inde, avec une déclinaison de ses activités qui va du petit praticien qui n'a seulement qu'une centaine de clients, à des cliniques ayurvédiques qui accueille plusieurs dizaines de milliers de patients. Ce genre de boutique, donc le Kerala Ayurvedic Treatment Center, donc sont des centres ayurvédiques que vous retrouvez partout. Donc dans chaque rue, il peut y en avoir 2 ou 3, chacun a ses préférences. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très très répandu. Et puis dernièrement, il y a eu un développement donc, de cliniques pour le traitement du cancer.
qui est destiné, vous voyez que c'est écrit quand même en anglais, donc c'est destiné tout autant en fait à la bourgeoisie indienne qu'aux occidentaux. Et je dois dire que j'y étais donc là il y a à peine 10 mois, et j'ai vu énormément dans le Kerala, donc dans l'état du Kerala, énormément d'occidentaux se faire traiter dans ces cliniques. Il y a vraiment un fort succès. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Indiens eux-mêmes, donc en dehors de la classe bourgeoise qui n'y connaît pas vraiment, généralement vient de Delhi, de grandes villes, et donc bon voilà, se fait un petit peu orienter à la fois par le bouche à oreille et par la publicité, justement. Mais sinon, la plupart des Indiens, y compris pour traiter le cancer, vont plutôt voir des thérapeutes locaux, donc qui ne sont pas dans des grandes infrastructures comme ce genre d'hôpitaux ou de cliniques. Alors, bien évidemment, en Inde, l'Ayurveda est une médecine conventionnelle, et elle est sous la tutelle du ministère de la Santé ou du Yoga, enfin ça dépend, chaque gouvernement change l'intitulé, mais là en l'occurrence c'est le ministre du Yoga depuis 2014, et donc en Occident elle reste considérée comme non conventionnelle. Alors, maintenant, je voudrais vraiment en fait sortir un peu du cadre commercial, du cadre marketing, pour essayer de vous montrer, de vous faire découvrir un monde que peut-être, j'espère que vous ne connaissez pas, qui est un monde un peu caché. Ce sont les tradipraticiens, ce sont les spécialistes donc du savoir ayurvédique en Inde du Sud, qui sont les tribus et ce qu'on appelle les siddhas. Donc les siddhas sont des... je dirais que ce sont des mystiques qui, à un moment donné, ont développé toute une tradition de médecine basée à la fois sur les plantes et sur le traitement de la spiritualité. Les deux, le traitement du corps et le traitement de la spiritualité, allant bien évidemment ensemble. Il n'y a pas de scission entre les deux. Je pense que c'est important de le dire parce que... alors, bon, voilà. Donc là, on a... en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que les tribus en Inde, généralement, sont très marginalisées. On a une lecture donc de la position des tribus en Inde qui peut parfois prêter à confusion, et c'est aussi lié à la réalité très complexe de l'Inde. Donc, au départ, dans la société indienne, les tribus n'existent pas. En gros, déjà les tribus s'appellent tribus parce que ce sont les Anglais qui les ont appelées tribes. Mais eux-mêmes ne se reconnaissent pas forcément dans le terme tribu. Bon, ça c'est toute une discussion sur la notion justement de tribu. Mais si vous voulez, ils ne font pas partie du système de caste. C'est-à-dire que, alors c'est encore pire même que les intouchables, parce que les intouchables au moins ont un rôle officiel dans la société, hein, celui par exemple de s'occuper de laver les morts, de toucher le cuir, ce genre de choses. Il y a vraiment des rôles d'entretenir le feu, par exemple, donc des choses qui sont très très importantes. Mais on a très peu de textes sur le rôle des tribus dans la société indienne. Ils sont véritablement donc en dehors des castes, en dehors du système hiérarchique indien. Alors, cette position contraste avec une position privilégiée concernant la conservation de la biodiversité, parce que tout simplement, il se trouve que ces tribus habitent les spots les plus importants, les plus riches en termes de biodiversité, et notamment en termes de ressources de plantes médicinales. Alors du coup, en fait, bon là je vous ai montré 3 photos qui contrastent un petit peu justement sur leur statut. Je vous montre le Raja, donc le Raja ça veut dire donc le roi des tribus Manan. Donc on voit bien que ces tribus ont des systèmes d'organisation sociaux très complexes qui finalement sont comment dirais-je, sont très proches de ceux de l'Inde, hein, Raja, donc le roi des tribus. Et puis donc une école, hein, donc pour les tribus, vous voyez marqué Children Tribes Development Department. Donc on est vraiment, pour l'Inde, ces tribus sont des populations à développer, sont des populations à réinsérer, on va dire, dans la société indienne. Et puis donc un des temples, il y en a plusieurs, donc là c'est un temple des tribus Irulas, et en fait le temple, donc vous voyez un temple qui est au bas de la montagne, mais le temple lui-même c'est la montagne, bien évidemment c'est le sommet de la montagne,
où on monte pour faire des sacrifices végétaux. Alors c'est pas humain, hein, bien sûr, non mais parce que alors ces tribus. Bon, vous avez des faciès complètement différents. Je veux dire, génétiquement, ce sont des populations qui sont très très différentes, qui sont issues certainement d'un passage d'anciennes migrations d'Afrique vers l'Asie. C'est pour ça que vous retrouvez aussi des populations pygmoïdes. Enfin, des populations dravidiennes. Il y a un florilège de populations très très intéressant. Alors, ces tribus, je vous ai dit donc, en fait, jouent le rôle de gardiens et d'officiants rituels des temples des grands pèlerinages, c'est-à-dire des temples qui sont justement en haute montagne. Donc pas les pèlerinages urbains ou les grands pèlerinages, on va dire, autour de temples très connus, mais plutôt des temples, des pèlerinages où vous allez pour une dimension très intime, vous voulez vous guérir, vous voulez vous traiter, et vous partez donc parfois faire 80, 100, 200 km à pied pour arriver en haut de ces montagnes. Et ce qui est très important par rapport à ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'en fait, il n'y a pas de brahman dans ces temples qui se trouvent donc en hauteur. D'ailleurs, c'est très difficile pour y vivre. J'allais dire, il y a très peu d'infrastructures, etc. Et donc, ce sont les tribus elles-mêmes qui jouent le rôle des brahmanes. Et ça, c'est très important. Ils le jouent à fond parce que, en fait, ils s'habillent même comme les brahmanes quand il faut faire les rituels. Ils mettent, vous savez, la petite cordelette rouge, etc. Donc, en fait, pendant le temps du rituel, ils ne sont plus considérés par les pèlerins comme des membres des tribus, mais véritablement comme des brahmanes, donc comme des officiants religieux, comme des gens qui sont responsables de ces sites-là. Et par ailleurs, ce sont des thérapeutes ayurvédiques et surtout, des collecteurs de plantes médicinales. Alors, la tradition des siddhas, alors c'est autre chose. Il faut savoir que la plupart des temples donc, du sud de l'Inde donc, se réfèrent d'une manière ou d'une autre à la tradition de ces siddhas. Bon, c'est une très ancienne tradition, une très ancienne voie mystique hindoue, transmise depuis le maître Agastya, et ses disciples, donc, qui vécurent autour des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est quand même assez ancien. Bon, on l'appelait l'école des immortels. Mais ce qui est très important, c'est que la démarche proposée donc, par les siddhas est un mélange en fait, de réflexion philosophique, de méditation, d'observation, et donc de connaissance de l'environnement, et notamment des plantes ayurvédiques. Et aussi d'alchimie, comme on parlera. Parce qu'on n'a pas parlé d'alchimie encore, mais ça fait partie en fait, de la problématique. Alors, vous voyez là, ici en bas, donc, des parchemins, des feuilles de palmier, en fait, qui ont servi donc, pour faire des manuscrits. Et ces manuscrits sont précieusement conservés. Là, c'est du Malayalam, donc vous savez qu'il y a beaucoup d'écritures en Inde. Il y a presque une écriture par État, voire plus. Donc voilà, donc là, on voit le côté érudit, le côté écrit de cette tradition qui, chez les tribus, se transmet par voie orale. Et, bien évidemment, ils entretiennent des relations très étroites avec les tribus. Alors, c'est quelque chose de très sérieux, la tradition des siddhas, puisque ça a, comment dirais-je, impacté à la fois le milieu universitaire, le milieu de la recherche. Voilà, donc là vous voyez par exemple le Chantigiri Siddha Medical College ou le Government Siddha Medical College, il y a même des universités. Donc c'est véritablement une discipline, c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de très rationnel. Alors voilà, alors par ailleurs, bien évidemment, s'il y a des spécialistes, donc ces tribus et ces siddhas, il y a aussi tout un ensemble de savoirs et de pratiques de l'Ayurveda qui sont partagés par le commun des mortels. Enfin, je veux dire par tous les habitants, en gros. Des choses qui font partie un peu de la boîte à outils qu'on peut avoir dans sa famille sur, justement, la médecine. Et, bien évidemment,
L'Ayurveda, comme je vous ai dit, est holistique, donc c'est-à-dire qu'elle touche à tous les domaines. Et l'un des domaines privilégiés de l'Ayurveda, c'est bien évidemment l'alimentation et la gastronomie. C'est-à-dire que, en fait, les Indiens, notamment au Kerala ou au Tamil Nadu, se soignent en mangeant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas, vous savez, nous, on a notre assiette et puis on a nos petits comprimés qui sont à côté. Non, eux, le plat, en fait, la médecine est intégrée à l'intérieur. Voilà, une manière assez digeste, du coup, de faire passer certains savoirs. Bon, là, on a des légumes que vous connaissez pas forcément, qui sont en fait, qui sont d'anciennes variétés, pour la plupart. Donc, on a le margose, la bittergourd, on a le hache-gourde, la courge cireuse, qui est utilisée pour le traitement du foie. On a parlé, je crois, ce matin, de l'aubergine. En voilà une autre en fait, le Solanum torvum, qui est utilisé aussi. Enfin voilà, donc, mais c'est important de vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement de plantes sauvages dans la forêt, etc. Il s'agit aussi de légumes et de fruits. Et d'épices, bien évidemment. Donc, tout ça fait partie de la cuisine. Alors, l'Ayurveda, vous la retrouvez aussi dans l'astrologie. Chaque personne a une plante ayurvédique qui lui est associée en fonction de sa naissance. Tout ça, je vous dis ça pour vous montrer à quel point, véritablement, l'Ayurveda est inscrite dans la tradition, dans la manière de vivre. C'est un art de vivre, en fait. Et puis, la plus importante, le domaine le plus important d'expressivité, on va dire, de l'Ayurveda, ce sont donc les rituels, les usages donc rituels des plantes ayurvédiques en Inde du Sud. Alors, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais en gros, il faut savoir que les Indiens, enfin les Hindous, quand ils rendent donc un hommage à leur dieu, donc font une offrande, ce qu'on appelle un puja. Un puja, c'est une offrande végétale composée donc de fruits, de fleurs, de feuilles, de latex, d'écorce. Et donc parmi ces composants, il y a énormément donc de plantes médicinales donc de l'Ayurveda. Vous voyez donc ce petit panneau. Tout ça sont des initiatives qui sont faites par des associations, ou par des laboratoires, des petites fondations, des centres, etc., qui essayent de valoriser un peu cette intégration de l'Ayurveda dans la culture et dans la société. Alors là, bon, c'est une des photos que j'avais communiquées à Jean-Paul. Manoranjidam, c'est une plante qui est utilisée donc, dans la médecine traditionnelle. Et c'est une plante en même temps qui est utilisée donc, pour offrir aux dieux. Et ce qui est intéressant, c'est déjà son nom, Reste calme pour le cosmos. Bon, c'est toute une poésie pour une plante. Et surtout, le fait qu'il est interdit aux humains de sentir cette fleur, car son odeur est réservée à Shiva. Donc il faudra que je demande à vos professeurs Champy si l'odeur de cette plante est toxique ou pas, parce que peut-être qu'il y a une régulation rituelle. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, vous voyez, dans ce rapport aux plantes, eh bien, il y a des domaines sensibles qui sont réservés aux dieux et d'autres qui sont réservés donc, aux humains. Alors par ailleurs, tous les temples du sud de l'Inde sont dotés d'une intériorité végétale. C'est-à-dire que dans chaque temple, vous allez trouver un arbre qui est associé au temple, et cet arbre, comme par hasard, est la plupart du temps une essence ayurvédique. Donc les gens qui viennent au temple peuvent en même temps prendre la substance donc, de l'arbre. On se demande même si finalement les pèlerins ne vont pas rendre un culte aux dieux parce qu'il y a justement un arbre qui correspond à leur maladie. Donc, et puis non seulement donc, les arbres donc, qui sont présents dans les temples, mais les statues elles-mêmes sont dotées d'une intériorité végétale, d'une intériorité ayurvédique. Alors, soit il s'agit par exemple, on raconte que les statues sont sorties donc d'arbres qui ont brûlé, un arbre ayurvédique a brûlé, et puis on a retrouvé donc une statue au pied de cet arbre brûlé. Bon, il y a beaucoup de légendes là-dessus. On enduit aussi, hein, avec énormément de substances, donc les statues, avec du bois de santal, avec énormément de choses comme ça. Et une des choses les plus difficiles à saisir, et puis qui peut, voilà, c'est aussi pour faire matière à discussion par rapport aux autres conférences qu'il y a eu tout à l'heure, ce sont donc ces statues ayurvédiques. Alors,
bon, moi, je suis passionné par le sujet, j'en ai pour plusieurs années, tellement c'est complexe. Mais il s'agit donc de statues qui ont été élaborées par un des grands siddhas qui s'appelle Boger. Donc lui aussi donc, du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui a eu une idée géniale. Il a imaginé que finalement, pour communiquer son savoir, il s'est posé la question, comment est-ce que je peux faire pour traiter le maximum de personnes sur un temps long et en même temps leur faire partager ma démarche. C'est-à-dire, Boger n'avait pas envie simplement que les gens prennent le remède, mais qu'ils puissent comprendre la démarche par laquelle il est arrivé à trouver ce remède. Et notamment une démarche, comme je vous ai dit, méditative, mystique, spirituelle, qui est propre au Siddha. Et donc, il a eu cette idée géniale de construire des statues avec à l'intérieur des métaux. Alors, justement, puisqu'on parlait des métaux et de la toxicité, donc des métaux, surtout en Inde, parce que donc il y a une grande polémique autour de la présence du plomb, mercure et autres métaux toxiques donc dans les plantes médicinales. Et ce qui est extraordinaire, le paradoxe, c'est de voir que on a donc des thérapeutes, donc Siddha Boger, qui en fait utilisaient ces métaux-là, les détoxifiaient. Donc à partir de plantes. Donc vous voyez que là, par exemple, cette statue que vous voyez là, elle est composée donc d'un amalgame de 9 poisons, ce qu'on appelle Nava Pachanan, tirés de 9 métaux, qui ont été purifiés par 4320 plantes. C'est-à-dire qu'en gros, il prenait les métaux, il les faisait, donc il faisait une sorte de décantation, de macération, en utilisant donc un certain nombre de plantes pour enlever la toxicité donc, de ces métaux et pouvoir utiliser ces métaux pour traiter des cas très particuliers, comme par exemple les artères bouchées ou ce genre de choses. Et il y a toute une science alchimique qui tourne autour de ça, et c'est très très intéressant, parce que justement, voilà, d'un côté on voit que la société indienne a des savoirs pour traiter la toxicité des métaux, et de l'autre on voit que qu'il y a de la toxicité des métaux dans les plantes parce qu'on n'a pas contrôlé la toxicité qui était dans les sols. Donc, bon, voilà, tout ça c'est pour sortir en fait, du manichéisme, hein, et de montrer qu'en fait, tout ça, c'est des questions de logique, de rationalité qui s'emboîtent, quoi, finalement. Toute l'astuce, en fait, de cette trouvaille, c'est que le pèlerin verse de l'eau ou du lait, hein, comme d'habitude, je veux dire, sur n'importe quelle statue, on fait ça. On fait donc une libation sur la statue, et on recueille, en fait, le liquide pour être bu par les pèlerins en état méditatif, du coup, face à la statue du dieu, et que ce liquide puisse comporter donc la juste dose homéopathique. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que cette statue a été créée au 6e siècle avant Jésus-Christ, elle est toujours présente aujourd'hui, et vous avez chaque année 25 millions de pèlerins en moyenne, 25 millions de pèlerins en moyenne. Palani, c'est l'un des plus grands pèlerinages du sud de l'Inde. Donc voilà, donc là, pour le coup, s'il y avait vraiment une toxicité qui était mal gérée, on va dire que ce serait une hécatombe, étant donné le nombre de la population. Alors là, pour le coup, c'est peut-être la pratique sociale qui vient confirmer, peut-être, donc l'efficacité du remède. Bon, bien évidemment, il y a toute la dimension psychologique qui va avec. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que le dieu justement qui est figuré pour ces statues, c'est le dieu Murugan, qui est un dieu très intéressant parce que c'est lui-même un hybride, on va dire, puisque c'est le fils de Shiva et d'une femme d'une tribu. Vous voyez d'ailleurs la physionomie de la statue qui est très particulière, qui ne ressemble à aucune autre statue, ni de Shiva, ni de Vishnu, etc. On voit la physionomie finalement aussi des tribus derrière ce corps qui ne ressemble vraiment à aucune autre statue. Voilà, alors donc d'autres statues ayurvédiques bien sûr existent. Chez les tribus, c'est une enquête qui commence. Il faut les identifier, il faut les analyser, etc. pour arriver à comprendre tout ça. Je vais terminer par... voilà. Je vais terminer, parce que je pense qu'à mon avis, il reste combien de temps à peu près 5 5. Alors 5. Si c'est 5, je peux vous montrer ça. Il y a quelques artistes qui se sont intéressés justement à ces histoires de statues. Et on est en train d'imaginer, donc vous avez un artiste qui est très connu, qui s'appelle Christian Svaniken, et un artiste hollandais.
et qui travaille, lui, sur la manière de créer des ambiances olfactives, et notamment des ambiances d'huiles essentielles. D'accord. Et donc, en fait, il voudrait récupérer donc, cette technique pour pouvoir peut-être recréer la statue de Boger, mais cette fois-ci avec des vaporisateurs, finalement, et d'imaginer que eh bien, l'olfactif puisse s'accompagner donc du visuel et de la statue. Je trouve ça très intéressant comme expérimentation artistique. Seuls les artistes ont le droit de faire ce genre de choses. Donc, et alors, voilà, je voudrais terminer par le fait qu'en fait, beaucoup de ces plantes dont je vous ai parlé, beaucoup de plantes ayurvédiques, beaucoup de légumes notamment, qui sont utilisés dans l'ayurveda, sont aussi en fait des plantes dépolluantes et pesticides. Et franchement, pour vous dire, je pense que c'est véritablement un nouveau vecteur donc, de développement économique pour l'Inde et pour ces tribus-là. C'est des milliards, vous ne pouvez même pas imaginer les milliards d'euros qu'il y a en jeu derrière ça, et la quantité de chercheurs américains qui sont dans les forêts. Moi, je les ai rencontrés, donc bon, et je n'étais pas au courant. Je crois que les Français ne sont pas complètement au courant de ce qui se trame derrière tout ça, mais on a véritablement des identifications de plantes qui peuvent être utilisées pour retirer la radioactivité d'un site, retirer la toxicité des sols, etc., de manière assez efficace. Et donc, les chercheurs américains sont à l'affût, justement, pour pouvoir décoder génétiquement certaines de ces plantes. Et je dirais que d'ici une dizaine d'années, on risque d'avoir les premiers produits sur le marché pour pouvoir dépolluer donc, son jardin, comme on taille son gazon. Et donc, en fait, les plantes dépolluantes, c'est quoi? Ce sont des plantes qui possèdent des propriétés chimiques ou biologiques, donc favorisant la purification des sols, surfaces, cours d'eau, protection des cultures, etc., etc. Et donc, ils sont utilisés donc, traditionnellement par différentes populations dans le monde. Et comme je vous disais, c'est maintenant très important de conserver ces savoirs ethnobotaniques sur ces plantes. Alors, pour finir donc justement sur l'Inde, vous avez quelques produits, je vous ai amené quelques produits qui sont sur cette table, la table juste derrière, et vous avez à la fois de l'Ayurveda et justement quelques solutions qui sont utilisées notamment pour les pesticides. À consommer modérément avant le repas, hein, parce ouais, que, surtout le compte tenu de tout ce qu'on nous a dit, de la qualité des médicaments traditionnels. Voilà, non mais surtout le Nimpiste, parce que je peux vous assurer que le mélange entre l'ail, le savon noir et le Nim, ça a une odeur très particulière. Donc il vaut mieux pas que après manger. Et donc du coup, on reparle bien évidemment du Nim, hein, dont on a parlé, parce qu'il y a eu énormément d'enjeux avec les États-Unis, encore une fois. Etc. Et donc du coup vont avoir un statut social très fort. Et donc du coup, vous trouvez, ça c'est des choses qui sont vendues en bord de route dans les réserves de biosphère. Donc vous avez des tribus, des familles qui sont là, qui ont des stands, une table, voilà, et puis qui exposent ces produits. C'est extraordinaire de voir que l'expérimentation se fait, donc de manière si informelle. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que les tribus vont gagner de tout ça. Est-ce qu'il va y avoir un partage des bénéfices, comme le prévoit justement le protocole de Nagoya?
That is the question. Et voilà, donc ça encore, là c'est un légume très important. Donc il y a des variétés de taro qui poussent donc dans la jungle du sud de l'Inde, et on est en train de se rendre compte que, alors eux ont véritablement des effets très très importants sur la dépollution des sols. Donc en gros, si vous voulez, bon là on pourrait parler quelque part des cosmétiques de la terre, hein, et des soins du corps finalement aux soins de la terre. Il n'y a qu'un pas que les tribus donc, ont franchi depuis des siècles. Il suffit pour nous maintenant de s'en inspirer. Voilà, je vous remercie.